Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Achi était ce samedi dans la localité de Kafolo. Le chef du gouvernement est allé saluer et soutenir les soldats déployés sur le terrain pour assurer la sécurisation de la zone. Il a aussi visité le camp militaire de Kafolo en construction et inauguré une antenne de téléphonie mobile. Après San Pedro, la ville de Bondoukou sera la prochaine ville du pays à accueillir une université. Les travaux sont actuellement en cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, est allé s'enquérir de l'état d'évolution du chantier hier vendredi. Le démantèlement des établissements sanitaires clandestins se poursuit. Les services de contrôle du ministère de la Santé ont procédé hier à la fermeture d'une clinique qui exerçait illégalement de la commune de Makori. L'opération va s'étendre à tout le pays afin de préserver la vie des populations. Et nous irons en pays à Diokou pour nous imprégner de la prise et l'exercice du pouvoir. À Vieux-Badien, à Dabou, la génération Boguir va présider aux destinées du village pendant 8 ans. Les patriarches appelés aussi et Bébou ont été investis. Et soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce soir, nous ferons un voyage culturel dans l'Ouest ivoirien, en pays Yacouba et Toura, pour nous imprégner du festival Tonkpi Nidale. C'est le festival des arts et de la culture dont le thème de l'hospitalité est au menu de cette 4e édition. Les Agnis étaient les invités spéciaux. L'Ouest montagneux veut promouvoir son riche patrimoine culturel, gastronomique et touristique, mais les objectifs sont-ils atteints? Quelles sont les retombées du festival? Nous avons invité professeur Lou Bamba Mathieu. Il a dirigé la Commission nationale pour l'UNESCO pendant 11 ans, professeur de philosophie. Aujourd'hui, à la retraite, il est le commissaire général du festival Tonkpi Nidale. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être notre invité de la page culture de ce samedi. C'est moi qui vous remercie. Alors, dites-nous tout de suite ce que signifie le Tonkpi Nidale. Tonkpi Nidale, c'est le bonheur dans le Tonkpi. Nidale, c'est la réjouissance, c'est l'épanouissement de l'âme, donc le bonheur. D'accord. Alors, vous promouvez le bonheur à travers ce festival. Vous allez nous en dire davantage, surtout quel est l'impact du festival Nidale au plan local et quelles sont les retombées économiques. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, professeur. Vous restez pour le moment avec nous. Nous partons pour Congo. Le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, sont arrivés ce samedi. Ils s'y sont rendus après l'étape de Tougbo et Kafolo. Le chef du gouvernement et sa délégation sont allés apporter le soutien de la République aux soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Mission marquée par 2 temps forts, visite des casernes en construction et un repas avec les soldats pour les galvaniser davantage. Le reportage complet de Kades Sogodogo dans nos prochaines éditions. Dans la localité de Tougbo, dans le Bunkani, le Premier ministre Patrick Achi a donné le top départ de la phase 2 du PSGouv, le programme social du gouvernement qui prend en compte la période 2022-2024. L'exécution des actions d'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord est au menu. Le but de ce programme est de dissuader les jeunes de tomber dans la facilité et la tentation du terrorisme. La phase 2 concerne 6 régions frontalières du nord du pays, la Bagoué, le Bunkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tcholoko. L'arrivée du chef du gouvernement Patrick Achi à Tougbo a été annoncée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Sur place ce matin, Miss Belmont Dogo a fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA et c'est sa 3e visite en l'espace de 6 mois dans cette partie nord du pays qui fait face malheureusement au terrorisme. Les populations saluent l'action de solidarité du gouvernement, nous rapporte Salimata Dia. Tougbo, Teini, Kafolo et 6 autres villages de ces localités dans les régions du Bunkani et du Tchologo sont aujourd'hui des refuges pour environ 6000 personnes fuyant la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour le gouvernement ivoirien, la collaboration entre tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux est primordiale pour faire face au terrorisme dans la sous-région et soutenir les populations. Encore une fois, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur les lieux.
Et cette fois, elle est dépêchée par le chef du gouvernement Patrick Achi pour apporter encore une assistance en vivres et non-vivres aux populations à hauteur de 50 millions de francs CFA. Cette visite est pleine de sens en ce qu'elle vise à réaffirmer, si besoin s'en faut, la présence de l'État de Côte d'Ivoire sur l'ensemble de son territoire, d'une part, et d'autre part, à manifester son soutien et sa solidarité vis-à-vis de ses concitoyens de ce département. Pour les autorités, c'est aussi et surtout avec ces populations que les États réussiront à freiner les crimes liés au phénomène du terrorisme. Ces dernières se réjouissent de l'hospitalité et de la solidarité qui leur sont offertes ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas tenir. Vraiment, le député a dit que c'est un peu triste. C'est des situations malheureuses que nous nous sommes retrouvés. Il y a des mots qu'on ne peut pas parler. Alors je prends la parole au nom des réfugiés, comme l'orateur a dit déjà, pour vous dire merci. Tellement que nous sommes dans la joie. À Tougbo, ce samedi 22 janvier, le Premier ministre Patrick Achi lancera un projet à la faveur d'insertion des jeunes de la zone frontalière nord du pays. Là, je rappelle que le Premier ministre Patrick Achi était à Kafolo pour s'imprégner des opérations menées sur le terrain par les forces armées de Côte d'Ivoire pour la sécurisation de la zone. Le reportage d'Herman Guivet, ce sera tout à l'heure dans cette édition. Sur le territoire ghanéen, le comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est réuni hier vendredi à Accra, la capitale. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, et son homologue ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture y ont pris part. Les échanges ont porté, entre autres, sur la composition du secrétariat exécutif et la stratégie à adopter. Adam Ankoni. Nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le marché est manipulé. Nous avons un problème. Comment faire en sorte que nos pays, connaissant le mécanisme de fonctionnement du marché, comment nous devons contourner leur système? Je pense que c'est cela que nous devons travailler. Et le travail a commencé par la mise en place d'un comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le comité a tenu sa deuxième réunion dans la capitale ghanéenne Accra ce vendredi 21 janvier 2022. Face au défi d'une meilleure rémunération du producteur, le ministre Kobena Kwasi Adjumani ne doute pas de la compétence des experts. Nous devrons pouvoir compter sur la capacité de notre secrétariat exécutif et de nos comités techniques et spéciaux à nous proposer des schémas directeurs qui doivent permettre à l'initiative de proposer des solutions qui nous permettront de donner un meilleur prix aux planteurs et ainsi répondre à nos ambitions. La réunion d'Accra a également permis de débattre de la durabilité de la filière cacao, de la transformation, de la consommation locale et de la lutte contre le travail des enfants. De quoi favoriser une meilleure vie sous les cacaoyers. La Côte d'Ivoire solidaire du Ghana qui a vécu cette semaine même un drame. Au moins 17 personnes sont mortes et 59 autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion. Le président ivoirien Alassane Ouattara a donc dépêché un émissaire chez son homologue ghanéen pour lui traduire le soutien du peuple ivoirien. Adam Ankoni pour le récit. Dès le lendemain de l'explosion du camion transportant des explosifs endeuillant le peuple ghanéen, le président Alassane Ouattara manifeste sa compassion et sa solidarité. Mieux, il dépêche auprès du président ghanéen le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. D'abord, nous étions venus présenter les condoléances de son Excellence, le président de la République, à son frère suite à cet accident. Donc, à cette occasion, le président nous a chargés de porter le message de compassion à son frère. Et suite à cela, nous avons également salué au nom du président de la République le leadership du président Akufo-Addo pour son engagement
aux côtés donc, de ses pairs dans le cadre de la CEDEAO pour régler les conflits qui minent notre sous-région. Ensuite, nous lui avons fait part de la réunion que nous venons de tenir dans le cadre de la deuxième session de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, où il a été question de présenter la vision stratégique du développement de notre initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Très sensible à la démarche de la Côte d'Ivoire, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a prié le ministre d'État ivoirien de traduire toute sa gratitude au président Alassane Ouattara. C'est le jeudi 20 janvier que le drame s'est produit dans une ville de l'ouest du Ghana, occasionnant au moins 17 morts et 59 blessés. Ici également en Côte d'Ivoire, suite au décès tragique de 9 personnes dans un incendie au quartier Digboé 1 de San Pedro, le ministre-gouverneur Philippe Légré est allé exprimer sa compassion à la famille éplorée. Il a remis une enveloppe à cette famille pour la soutenir, nous dit Sam Kona. Le ministre-gouverneur Philippe Légré compatit à la douleur de la famille Taïrou. On se rappelle, un drame a frappé cette famille. 9 membres, dont une femme et 8 enfants, ont péri dans un incendie dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier. Philippe Légré, à la tête d'une forte délégation, est donc venu réconforter le chef des familles, l'un des 2 rescapés. Ça m'a donné courage, vraiment, de toute façon je le vois en face de moi, vraiment ça m'a donné courage même. Il y a eu un événement malheureux ici à San Pedro. C'est monsieur, notre frère, qui a perdu ses enfants. Plus son épouse, il n'y a rien de plus douloureux que cette situation qu'il est en train de traverser. Et donc, on ne pouvait pas ne pas venir le saluer. Et bien avant que l'autorité suprême ici du pays n'envoie encore 2 personnes pour compatir et prendre part à cette douleur, nous, à notre humble niveau, nous sommes venus leur apporter notre soutien. Avant de partir, le ministre-gouverneur a remis la somme d'1 million de francs CFA à la famille éplorée. Des prières ont été faites pour le repos des l'âme des défunts. Et on revient sur la visite du Premier ministre Patrick Kachi à Kafolo ce samedi. Il s'y est rendu pour s'imprégner des opérations menées sur le terrain par les forces armées de Côte d'Ivoire pour la sécurisation de la zone. Il a visité le camp militaire de Kafolo en construction et procédé à l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui devrait contribuer à améliorer le réseau de communication dans cette région. Herman Guivé. En provenance de Ferkessi-Dougou, le Carrefour Nation, direction Kafolo. Plusieurs kilomètres de pistes villageoises à parcourir. De part et d'autre du chemin, un dispositif sécuritaire est bien en place. Dans notre champ de mire, l'Office ivoirien des parcs et réserves de Kafolo, l'établissement fait office de cantonnement militaire aux forces de défense et de sécurité déployées pour la sécurisation des biens et des personnes. Le bâtiment aux allures martiales, avec ses majestueux miradors et sentinelles postées, surplante les murs de la petite localité. Nous sommes devant cette enseigne, une enseigne qui renseigne du passé glorieux qu'a connu cette localité il y a de cela plusieurs années, du fait de la présence du Kafolo Hotel Lounge, cet hôtel qui attira un maximum de touristes qui venaient donc à participer à des safaris. En arrière-plan, vous pouvez l'apercevoir, l'entrée du cantonnement militaire que va visiter le Premier ministre Patrick Kachi, le chef du gouvernement qui vient donc dans cette localité pour y rencontrer les militaires de ce cantonnement. Ce sera l'occasion pour lui justement de s'imprégner des travaux qui ont été engagés dans le cadre justement de la réhabilitation de ce cantonnement militaire. Ce sera l'occasion pour Patrick Kachi de prendre contact avec les hommes en armes déployés dans cette localité. Dans cette zone du pays, à cette période de l'année, c'est l'Harmattan qui dicte sa loi. Escorté par une cohorte de véhicules militaires, nous prenons la direction de l'aérodrome de Kafolo. Patrick Kachi, le chef du gouvernement, vient juste de marquer son arrivée dans la ville. Les honneurs militaires sont exécutés par 3 sections. Un peloton de gendarmerie, 2 sections du groupement tactique interarmes, 4 de Kong, aux ordres du chef de bataillon Mlankwasi Sinclair, commandant du groupement tactique interarmes, 4 de Kong. L'étape Kafolo consistera à rendre visite à
nos forces de défense et de sécurité ici présentes, en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense, pour essayer de leur transmettre les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et s'enquérir auprès d'eux qu'ils sont dans les conditions qui sont celles que le chef de l'État souhaite et pour lesquelles des moyens ont été mis à disposition. On en profitera pour également visiter des travaux qui sont en cours pour améliorer les conditions de travail qu'elles ont et voir avec eux quels sont les autres éléments sur lesquels ils souhaitent que nous insistions tout particulièrement. Une fois à l'intérieur du cantonnement militaire, un officier supérieur présente au chef du gouvernement Patrick Hachi à la délégation qui l'accompagne le champ des opérations que couvre le cantonnement militaire de Kafolo et les actions menées dans les zones d'action opérationnelle. Une présentation appuyée par le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. Le chef du gouvernement a des mots d'encouragement pour ces hommes qui veillent à la sécurisation de cette zone dite sensible aux incursions sporadiques. Prochaine étape de cette visite du chef du gouvernement, l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui devrait permettre d'améliorer les communications dans la région du Tchologo et bien au-delà. Dernière articulation de cette visite du Premier ministre Patrick Hachi à Kafolo, la visite du nouveau cantonnement militaire de Kafolo, en construction. Des bâtiments qui sortent de terre. Vu les différents essais réalisés sur les briques en terre comprimée, nous avons eu une résistance de 7 mégapascales, ce qui permet de résister au tir direct des armes. Nous avons 7 bâtiments. Il y a l'infirmerie, les postes de commandement, le dortoir des officiers. On a 2 dortoirs troupes, une cuisine et le dernier bâtiment est réfectoire et salle télé. Le chef du gouvernement se réjouit de l'évolution des travaux. Ce nouveau site devrait permettre d'accueillir dans de bien meilleures conditions les hommes déployés à Kafolo pour la sécurisation de la zone. Au terme de cette visite, Patrick Hachi, le chef du gouvernement, a mis le cap sur Kong, ultime étape de cette visite marathon dans la région du Tchologo. Et je vous invite à visiter un autre chantier. Après San Pedro, la ville de Bondoukou sera la prochaine ville du pays à accueillir une université. Les travaux sont actuellement en cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, est allé s'enquérir de l'état d'évolution du chantier hier vendredi. Mama Traoré pour le reportage. L'université de Bondoukou sera construite en 4 phases sur un site de 305 hectares. Les travaux en cours visent à réaliser la première tranche. Déjà la présidence, la bibliothèque centrale, l'école d'architecture et quelques amphis s'imposent à la vue du chantier. Quant aux résidences universitaires, aux restaurants, au centre médical et aux bâtiments logistiques, ils doivent encore pousser pour espérer être au rendez-vous de la prochaine rentrée universitaire prévue pour octobre 2022. L'avancement du travaux, on l'a estimé à 30%. C'est un projet qui s'étale sur 24 mois. On a consommé une bonne partie, une 60% à peu près, mais on est derrière l'entreprise pour quand même honorer le délai contractuel. Déjà en chantier, que cette université suscite la joie des populations qui l'accueillent sur leur terre. Ce sera une université moderne à la pointe de la technologie. Cela réjouit la population du Zanzan. Dans son adresse de fin d'année, le chef de l'État a annoncé l'ouverture de ce temple du savoir pour octobre 2022, à charge pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de veiller à la concrétisation de cette promesse. Ce vendredi, Adama Diawara s'est donc rendu sur le site de la future université pour apprécier l'évolution des travaux. C'est digne vraiment des architectes. Je crois que ça va faire pâlir les hameaux. Satisfait pour certains compartiments, pas le cas pour d'autres. En tout cas, j'aurais voulu le restaurant des enseignants et les étudiants là. Voilà. Mais bon, c'est déjà fait, on fera avec. Mais dans l'ensemble, tout semble avancer selon lui. Je pars d'ici très satisfait parce que je vois que les travaux sont assez avancés. Je fais entièrement confiance au PDU, au programme de décentralisation des universités, et également à l'entreprise chinoise, tout comme aux financiers, notamment la Banque islamique de développement, pour qu'en octobre 2022, cette université puisse ouvrir ses portes, comme cela a été promis par le chef de l'État. Les spécialités qui seront enseignées à l'université de Bondoukou, vous avez d'abord l'architecture et l'urbanisme, vous avez les sciences sociales, vous avez les lettres, vous avez les arts et les langues, et vous avez, en plus de tout cela, vous avez le développement durable. Pour cette première phase,
L'université de Bondoukou pourra accueillir 3000 étudiants, dont 400 attendus pour la première année académique. Et sur le front sanitaire, on renforce la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Ce samedi 22 janvier 2022, on dénombre en Côte d'Ivoire 183 nouveaux cas de Covid-19, 196 nouvelles guérisons et 3 décès enregistrés malheureusement ce jour. À la date du 22 janvier, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 80 114 cas confirmés de Covid-19, dont 76 588 personnes guéries, 778 décès au total et 2748 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres, surtout continuons d'observer les gestes barrières. Et toujours dans le secteur de la santé, un comité est mis en place pour piloter la plateforme nationale de coordination du financement de ce secteur. Après une mise en berne de ses activités, le comité a repris du service. On en parle avec Théodore Zouzou et Godefroy Kambawa. Depuis l'apparition de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, c'est la première rencontre du comité de pilotage de la plateforme nationale de coordination du financement de la santé. Un organe de décision qui vient en appui au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cette structure met en collaboration les parties prenantes, la société civile, le secteur privé et les partenaires. Et cela pour une meilleure coordination des besoins dans le secteur de la santé. Il s'agissait de valider les documents de travail, comment on va travailler pour les prochaines années. Alors, on a présenté le cadre de travail qui devait être validé par le comité de pilotage et également le cadre de résultats. C'est un peu une mise en route de la plateforme. Un dossier d'investissement de 38% de réalisation des projets du fait de la Covid-19 et un manque de financement ont été présentés à la tutelle. Le ministre Pierre Demba est allé s'imprégner des réalités de cet outil important pour le gouvernement en matière du bien-être des populations et de mise en place de l'assurance maladie universelle. La réalisation de nos ambitions communes passe par une maîtrise du financement de la santé à travers une amélioration de la coordination des parties prenantes, des mécanismes de responsabilité partagée, un accroissement de l'efficacité des dépenses publiques, une amélioration de la contribution de l'État à ces dépenses, la mobilisation des ressources suffisantes pour soutenir l'investissement dans la santé. Notre pays donc a pris l'option de travailler à réduire la mortalité maternelle, infantile, tout en transformant profondément les conditions de production des services de santé à travers des réformes ambitieuses. Cette plateforme est instituée depuis 2019. Elle vise à faire converger les actions autour des priorités du gouvernement en matière de santé. Le gouvernement accentue la lutte contre les établissements sanitaires clandestins. Les services de contrôle du ministère de la Santé ont procédé hier à la fermeture d'une clinique qui exerçait illégalement dans la commune de Makori. L'opération de démantèlement s'étend à tout le pays. Le but est clair, préserver nos vies et surtout extirper les hors-la-loi du secteur sanitaire, nous dit Jean Makeki. Makori-Remblai, boulevard du Cameroun, cité Jean-Baptiste Moquet. C'est dans ce quartier que les éléments de la police sanitaire font irruption en fin de matinée dans le centre médico-social PEMA. Après plusieurs mois d'enquête zonale, la consigne est claire pour ces inspecteurs. Ce centre médico-social doit cesser immédiatement ses activités. La raison, fraude et infraction à la législation sanitaire. On est tombé sur cette structure qui était l'une des structures qui avait une autorisation. Donc on est bien content. Sauf qu'on n'avait pas encore vu physiquement l'autorisation, donc on a demandé à ce qu'on le produise. Quand on l'a produit, on s'est rendu compte que oui, c'est une autorisation, mais cette autorisation semblait être une autorisation falsifiée. On a donc procédé à toutes les vérifications et on a constaté qu'effectivement, il s'agissait d'un document falsifié, avec falsification de la signature du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé, à travers sa brigade mobile de la police sanitaire, est déterminé à réprimer et sanctionner tous les contrevenants à la loi. Le ministère de la Santé a déposé une plainte sous instruction du ministre contre des personnes, les promoteurs de cette clinique qui ont produit le document. Mais les enquêtes pourront déterminer le nombre et la nature des personnes qui sont impliquées. Encourager le secteur sanitaire privé est l'une des actions du gouvernement. Les promoteurs sont interpellés.
Les établissements sanitaires privés aident énormément le système public et soutiennent le ministère de la Santé. Je les remercie d'ailleurs pour ça. Mais ces activités-là, pour le ministère de la Santé, ne peuvent se faire que dans le respect des règles. En Côte d'Ivoire, plus de 70% des établissements sanitaires privés fonctionnent sans autorisation. Soit 3 cliniques sur 10 exercent de façon légale, selon le ministère de la Santé. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire donne plutôt l'exemple. Ce conseil a un nouveau président, son nom Ibrahim Diabaté. Ce dernier et sa délégation sont allés se présenter à Sa Majesté Amon Tanoé, président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, pour prendre surtout l'onction des garants de la tradition et prendre conseil pour le succès de leur mission. Lorgoretti Didier Nguissan. La nouvelle équipe, à la tête du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, a rencontré le président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel, Sa Majesté Amon Tanoé. Ils sont venus se présenter aux garants de la tradition. Pour Ibrahim Diabaté, le président du CNJCI et ses camarades, c'est une démarche de principe. Il s'agissait pour le nouveau bureau de venir présenter ses honneurs, mais bénéficier des sages conseils de Sa Majesté. Mais également, le Conseil, qui est un organe consultatif aujourd'hui, a besoin de travailler avec toutes les instances décisionnelles. Et vous savez aujourd'hui, mieux que moi, la place que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels joue en Côte d'Ivoire. Et il s'agissait pour nous de nous rapprocher d'eux et élaborer, envisager ensemble des pistes de collaboration. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons trouvé un ANA ouvert, un ANA prêt à nous accompagner. Une rencontre où le roi et quelques membres du directoire ont prodigué des conseils aux jeunes. C'est bon pour des papas, des grands-papas, de voir que leurs enfants, leurs petits-enfants viennent se ressourcer chez eux. Et ça fait plaisir. C'est la première des choses. La seconde chose, c'est que nous avons reçu la fêtière des jeunes. Donc avec elle, nous pouvons échanger, nous pouvons parler. Et donc c'est sans nous prier que nous avons donné quelques conseils et avis pour qu'ils puissent tenir la jeunesse de Côte d'Ivoire avec notre bénédiction. Le 8 février prochain, à Yamoussoukro, ils seront présentés à l'ensemble du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le CNJCI est une plateforme consultative d'appui et de plaidoyer en faveur des associations de jeunesse. L'actualité sportive africaine est dominée par la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se poursuit au Cameroun. Fini la phase des poules, place au 8e de finale qui démarre demain, dimanche 23 janvier, sans le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, qui a été battue par la Côte d'Ivoire jeudi dernier. À l'affiche de ces 8e qui débutent demain, Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie et la Côte d'Ivoire. Notez le jour contre l'Égypte mercredi prochain. Place à l'instant culture de ce 20h. Le président du CESEC, Dr Aka Awele, a dédicacé son ouvrage « L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage » au siège de la CGC au plateau. Il a invité tous les Ivoiriens à entreprendre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, patron de cette cérémonie, souhaite une implication forte du secteur privé dans la lutte contre la pauvreté et le chômage dans notre pays. En pays, à Diokrou, la prise et l'exercice du pouvoir restent le mode générationnel. Et à Vieux-Badien, département de Dabou, la génération Bodjo préside aux destinées du village pendant 8 ans. Les patriarches appelés aussi Ebebou ont été investis et cela s'est matérialisé par la remise des attributs. Franck Quadio. Vieux-Badien, département de Dabou, les Nigbessi au pouvoir, après 8 années de règne, cèdent leur siège à leur cadet de la génération Bodjol, appelés aussi les Obodjrou. En pays Lodjoukrou, la gestion du pouvoir traditionnel se fait de manière cyclique et ces Ebebou, tous septuagénaires, auront la lourde tâche de conduire le village sur la voie du développement, de la cohésion et de la paix. Les nouveaux Ebebou présentaient alors à tout le village le clou de la journée, la remise des attributs, la canne, le chapeau, le chasse-mouche, le pagne et le kaolin. Les Obodjrou placent leur règne sous le sceau d'une gestion
participative. Nous mettons le sceau du pouvoir sur le rassemblement, la concorde, la solidarité, pour qu'ensemble, fils et filles de ce village et des assimilés, ceux qui nous font faire l'honneur d'habiter avec nous, doivent travailler avec nous. Parce que l'affaire de la gestion du village est l'affaire de tous. Quand on est isolé, c'est pas bon. Il faut que tout le monde participe à ce développement-là. Les filles et fils du pays Lodjoukro saluent la continuité de ce processus de succession générationnelle d'exercice du pouvoir traditionnel. Les différents intervenants invitent d'ailleurs la jeune génération à maintenir la flamme. Nous avons une mission de sensibilisation, d'information auprès de la jeunesse pour qu'ils s'approprient ce système de gouvernance parce que c'est démocratique, ça se fait sans palabres. En pays Adjoukrou, on dénombre 7 générations composées chacune de 3 catégories. La prochaine fête de l'Ebeb à Vieux-Badienne aura lieu en 2028. Et notez que Dr Aka Elete est bien l'auteur de l'ouvrage « La problématique de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire ». C'est la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage qu'il vient de publier. L'ouvrage a été dédicacé jeudi dernier à la CGC au Plateau. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Je vous retrouve avec plaisir, professeur Lou Bamba Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Tonkpini Dale est un festival qui a démarré il y a 4 ans. Dites-nous d'où est partie l'idée et comment les populations ont-elles accueilli la naissance d'un tel festival. Il faut reconnaître que Tonkpini Dale est une idée du conseil régional du Tonkpi. Et c'est le conseil régional du Tonkpi qui a donc voulu passer par Tonkpini Dale pour assouvir 3 objectifs. Faire de la culture un fondement du développement, faire de la culture un moment de cohésion sociale et de paix, et surtout un moment de brassage des cultures. D'accord. Et les populations ont bien accueilli la naissance de ce festival. Et bien sûr qu'aujourd'hui, Tonkpini Dale est devenu un moment de rencontre. Chaque année, les fils et filles de la région du Tonkpi se retrouvent pour cet événement-là. Donc le plus grand acquis, c'est d'abord la mobilisation autour de cet événement. D'accord. Alors, vous n'avez pas pu honorer le rendez-vous de 2020 pour cause de crise sanitaire dominée par la COVID-19. Ça a été fait en 2021, heureusement, l'année dernière. Dites-nous quels étaient vos défis. Cette édition était une édition de tous les défis. D'abord, réorganiser une telle manifestation après un arrêt de 1 année, ce n'était pas du tout donné. Et ensuite, faire en sorte que la mobilisation atteigne un niveau honorable, ce n'était pas non plus donné. Alors, ce qui a caractérisé cette édition, c'est que nous avons innové en faisant des lancements éclatés. Dans les régions? Non, pas dans les régions, puisque dans les départements. Dans les départements, nous n'avons qu'une seule région, dont la capitale est Mans. Et d'ordinaire, c'est à Mans que ça se déroule. Et nous avons innové. Vous avez organisé, c'est à Tonkpi, sinon on a le Guémont, on a le Cavalier aussi qui font partie de l'Ouest. Mans est la capitale de Tonkpi. D'accord. Et Tonkpi comporte 5 départements. D'accord. Et nous avons éclaté les lancements à Biankouma, à Sipilo, à Zouaouin et à Danané. Ceci nous a permis de rapprocher Tonkpini Dale de sa base et des populations. Ça a permis au département de s'approprier l'événement. Et c'est l'un de nos grands acquis. Pour qu'aujourd'hui, à chaque événement, chaque département s'organise pour sélectionner les meilleures troupes et participer aux différents concours que comporte justement Tonkpini Dale. Donc, on va dire un bel engouement vécu par notre reporter Franck Quadio également, qui va nous rapporter l'ambiance de cette 4e édition du Nid Dale Festival. On va suivre ensemble et en reparler juste après. Merci. Le Festival des Arts et de la Culture, le Tonkpini Dale, est de retour après une pause en 2020. Covid-19 oblige. Du 7 au 12 décembre dernier donc, les férus de tradition se sont retrouvés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Mans, pour la 4e édition.
l'ouest de la Côte d'Ivoire, car ce festival est avant tout promoteur de vestiges, de valeurs et d'atouts touristico-culturels de cette partie de la Côte d'Ivoire. L'Ouest ivoirien est un réservoir civilisationnel et climatique de premier ordre et pour nombre de cadres de la région, il était important de mettre sous le feu des projecteurs ses potentialités. Un public cosmopolite réuni autour des thématiques de la culture et de l'hospitalité, la gastronomie, des danses et autres chants valorisant le patrimoine. En somme, un programme danse et en point d'orgue, le pays Agni et l'Afrique du Sud comme invités d'honneur et de plus, un contenu enrichi d'un forum économique. Voilà, le peuple Agni était l'invité spécial à cette édition 2021 du Nid d'Alé qui avait pour thème central l'hospitalité, on l'a entendu. Alors, expliquez-nous les raisons du choix de l'invité et comment les Yakuba et les Toura ont-ils démontré leur hospitalité à leurs hôtes. Merci. L'un de nos objectifs en réalisant Tonkin Nid d'Alé, c'est de réussir le brassage des cultures. Notre pays est constitué d'une multitude de cultures qui constituent sa grande richesse. Mais comment faire de cette multitude de peuples une véritable source de richesse? Alors nous, au niveau du Tonkin Nid d'Alé, nous pensons qu'en invitant chaque année un peuple, cette année c'était bien les Agni, mais nous avions déjà à la première édition invité le peuple Acha, ensuite le peuple Baoulé et ensuite le peuple Atié. Et cette année, c'était le peuple Agni. Pourquoi pas les alliés? Les alliés sont considérés comme organisateurs. Ils sont là tous les ans. Ils sont à vos côtés, vous êtes sûrs? Ils sont là tous les ans. Les gourous étaient là? Les gourous étaient là. Les Sénoufos étaient là? Les Sénoufos, les Speuls, ils sont là. Et ils ont accepté de travailler à vos côtés, vous les Yakuba? Eh bien, pourquoi pas? D'accord, on va continuer. C'est un honneur pour eux d'être avec nous. Et c'est un honneur pour vous aussi d'être à mes côtés ce soir. Exactement. En tant que Yakuba auprès d'une princesse gourou. Exactement. On va continuer. On va se voir en off. D'accord. Alors, les Agni, vous disiez, étaient donc les invités spéciaux. Et comment est-ce que vous avez démontré votre hospitalité à ce peuple Agni? Cette rencontre a été haute en couleur et en finesse. Ils sont venus à la tête de 5 royaumes. 5 royaumes, dont 2 rois. Et comme une seule culture, nous avons eu à les accueillir par nos chefs et le rituel d'accueil a constitué un haut moment d'échange culturel. Ce qu'on peut tirer de ce moment-là, c'est que nous pouvons avoir des cultures différentes dans ce pays et ensuite, nous pouvons justement, parce que nous avons des cultures différentes, faire en sorte que nous puissions nous comprendre. Parce qu'on parle de diversité culturelle, et ça, vous l'avez démontré donc. Exactement, c'est la diversité. Faire de nos cultures est source de richesse. Et nous l'avons démontré. Et nous continuerons de démontrer. Chaque année, nous aurons un peuple. Un petit aspect pour nous donner une idée. On sait que les Agni ont une manière particulière de saluer. Et puis, les Yakuba, comment est-ce que cette cohésion, ce brassage-là, c'est vérifié sur place là-bas? Nos chefs étaient déjà en place quand nos étrangers, comme on dit, entre guillemets, sont arrivés. Ils ont été accueillis à travers une parade des chefs. Et lorsqu'on leur a donné à s'asseoir, nous leur avons offert une gourde de bandji. Une gourde. Chez nous, ce n'est pas la bouteille de gin, mais c'est une gourde de bandji. Pas n'importe quel bandji, c'est du nectar du palmier, cueilli directement en haut du palmier. Ce n'est pas des palmiers couchés, mais des palmiers debout. Et ce nectar-là constitue la boisson, je ne dirais pas des dieux, mais des personnes d'un certain âge, et ensuite des personnes invitées de haut niveau. Après les échanges haut en couleur, après les échanges par traducteurs interposés, tous les 2 camps se sont levés et se sont salués. Ça a été un grand moment de communion. De communion et de brassage. L'autre aspect qu'on peut aussi souligner, pour souligner toujours l'hospitalité, c'est que nous logeons la plupart de nos invités auprès des populations dans les villages, de sorte
à s'imprégner des réalités qui se passent dans les villages. Et c'est ce que nous voulons faire. Après cette année, c'est d'autres peuples que nous inviterons. D'accord. Alors, au cours de ce festival, on voit que vous déroulez toute la richesse culturelle, gastronomique, touristique du peuple Dan. Alors, qu'est-ce que le visiteur, selon vous, devrait retenir après 4 à 5 jours de festivités? Déjà, on va prendre un seul point au niveau de la gastronomie. Au niveau de la gastronomie, le repas le plus prisé chez nous, c'est la sauce feuille avec du riz, l'huile rouge. Et je crois que nos étrangers qui sont venus s'en sont donnés à cœur joie parce que le village gastronomique en a offert. Mais ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que ce fut un moment de réflexion. Nous avons réfléchi à la question de l'hospitalité. D'accord. Et l'hospitalité, pour nous... Vous l'avez bien démontré, mais il y a aussi l'impact économique qui est très important. Nous avons dit que l'hospitalité dans ce pays peut être un véritable facteur de paix parce que justement, pour cela, il y a 2 conditions. Il faut se connaître et puis pratiquer la tolérance. Ce sont des éléments qui ont été bien soulignés que je tenais à dire. D'accord. Concernant justement le forum économique, il s'agissait de développer le café des montagnes. Le café des montagnes, et les responsables nous ont dit, et les spécialistes qui étaient venus nous ont dit, par exemple, et c'était très révélateur, qu'un kilo de café acheté à 700 francs hors champ peut être vendu à de 18 000 à 90 000 francs selon les lieux de consommation si le café est transformé. D'accord. Malheureusement, le temps nous persécute. Professeur Bambalou Mathieu, on remarque déjà que la cohésion se renforce à travers le festival Nid d'Alé. Et bien sûr, il y a l'impact économique parce que si on vend le café à cette somme-là, je pense qu'il y a une incidence financière. C'est un des acquis de ces réflexions qui sortent justement de Tempé Nid d'Alé. Merci, professeur Loubamba, d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout de votre contribution à la culture ivoirienne. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à la retraite aujourd'hui. Une retraite active puisque vous continuez d'assurer le commissariat de ce festival. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Visiter l'Ouest ivoirien, c'est découvrir, entre autres, les cascades naturelles, les ponts de Liane, de Lieuppleu, la dent de Mont, la source sacrée de Domple, j'espère que je prononce bien, également les pains tissés. Domple, que vous portez bien, le pain tissé, Yacouba, que vous portez très bien. Alors, à travers Nid d'Alé, Festival de la culture Dan est promu, le tourisme revit, vive donc la 5e édition et vive la culture ivoirienne. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Je vous retrouve avec grand plaisir demain 20h. Allez, prenez soin de vous.